Il y a le mu'jiza, tu vois, le miracle c'est mu'jiza. Ça veut dire que subitement, c'est comme Mohamed quand il monte dans la montagne, il y a Gabriel qui lui souffle, si vous voulez, il souffle une partie ou les 10 sourates du Coran. Alors il se voit comme l'éternel retour de Nietzsche. À ce moment-là, il se confirme comme un Christ. Alors il a un double masque, il marche avec les masques. Et c'est là où l'idée de Isho Homo, c'est qu'il marche avec des masques, d'une part. Et d'autre part, c'est quoi ces masques? Certains, il va dire, à certains moments, il dit, moi je suis le père. À certains moments, il dit, moi je suis la mère. À certains moments, il dit, moi je suis le Christ. À certains moments, il dit, je suis un bouffon. À certains moments, il te dit, je m'incarne dans Wagner et dans la femme de Wagner, parce qu'il était amoureux de cette femme. Alors, il marche avec les masques. Et les masques, c'est quoi? Les masques, c'est des systèmes de valeurs que, dans la philosophie de Nietzsche, il les déploie, mais il n'a pas une position. Sur cette base-là, dans le livre, toujours dans le livre de Derrida, il te dit, il n'y a pas un Nietzsche de droite et un Nietzsche de gauche. Il n'y a pas un Heidegger de droite et un Heidegger de gauche. Il n'y a pas le marxisme de gauche et de droite. Ça n'existe pas. Il y a un système éducatif qui est pourri. Et Derrida, il attaque, si vous voulez, l'institution scolaire aux États-Unis sur la base d'une pensée qui cherche la pensée. Et c'est là où le jeu de mots, c'est vrai qu'il est intelligible à certains moments, que le jeu de Derrida va être, si vous voulez, fatal. La bonne nouvelle de l'éternel retour est le message et un enseignement d'une doctrine. Elle est intempestive, différente et anachronique. Zarathustra est une nouvelle institution. Tout est dans l'oreille de Nietzsche. Un jour, il y aura une chair qui enseigne l'éternel retour et Zarathustra. Alors, à l'âge de 44 ans, il est intempestif, il est inactuel, mais il écrit noir sur blanc, comme quoi il y aura un jour une chair qui sera intitulée l'éternel retour. Un jour, vous allez me découvrir qu'il y aura, si vous voulez, quand on arrive à un certain moment, il y aura une guerre terrible en Europe. Ça veut dire que c'est un prédicateur. C'est un prédicateur d'un savoir qui ne peut pas rester institutionnel. Ça veut dire qu'il est d'une façon, disons, il est toujours d'une façon, il fait d'une tautologie rhétorique. Moi, je l'appelle une tautologie rhétorique qui consiste à savoir anticiper, mais rien à proposer. J'écris dans une langue vivante, la vie, qui s'oppose à la mort. Il y a des langues mortes, comme le latin, ma langue maternelle, est vivante, paternelle et morte, parce qu'il a perdu. Derrida aborde la question, un texte de Genèse de Nietzsche, l'avenir de nos établissements scolaires. Et c'est là où il va intégrer, si vous voulez, il va intégrer dans cette conférence la nature des établissements scolaires, une relation entre l'institution pédagogique et celle de la vie et de la mort vivante, le contrat de langue, le crédit de signature, la biologie biographique, le retour par Isho Homo. C'est une pédagogie démocratique, une politique de gauche, depuis Nietzsche, le Führer. C'est-à-dire que Nietzsche, il se considère comme un Führer, pas dans le sens hitlérien, mais dans un sens de direction, comme le Führer en allemand, c'est le guide, mais rien à voir avec l'érythréisme qui représente aussi ce guide pour certains. C'est pédagogique, démocratique, une politique de gauche depuis le Führer nietzschéen jusqu'à le Führer hitlérien. C'est un guide d'école, de doctrine, de la formation scolaire, un enseignement de régénérescence. Nietzsche n'a jamais voulu ça, il vomit ça, pas cette manière d'enseigner dans les institutions. Et sur cette base-là, à son 44e anniversaire, il explique comment il a mis fin à sa carrière par sa propre volonté. Quand il dit « Je vais quitter les Balois parce que dans l'université, je vomis cette université ». Alors, comme Derrida est toujours le représentant légitime de Heidegger dans le monde occidental, l'exemple de Heidegger nous donne à réfléchir. Par exemple, il explique, mais pourquoi un homme
comme Heidegger, qui a écrit 2 tomes, 2 pavés sur Nietzsche, va prendre l'institution en charge. C'est-à-dire que son disciple, pas dans le sens, disons, radical du mot, c'est qu'à partir du moment où la pensée secrète de Heidegger, en tant que philosophe, va s'inscrire dans les antipodes de Nietzsche. Nietzsche, il ne veut pas de responsabilité, il ne veut pas de l'université, mais Heidegger va être à la tête de l'université, sous un régime hitlérien, nazi. Et là, où Derrida va aussi articuler les 2 pensées, ça veut dire qu'entre un Dasein qui n'a pas un avenir, qui va à la guerre, le Dasein de la société moderne, et l'éternel retour de Nietzsche qui revient, si vous voulez, à la pensée des Grecs. L'exemple de Heidegger nous donne à réfléchir. Nietzsche déclare dans Ecce Homo que le nom de Nietzsche viendra quand la garde politique sera effectivement entrée en jeu. Nietzsche déclare: je connais mon lot, je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Je n'ai rien d'un fondateur de religion. Je me lave les mains quand je touche des gens de la religion. Il poursuit cette magistrale phrase: ma vérité est terrifiante. Il y a la guerre comme il n'y en a jamais eu sur terre. C'est seulement à partir de moi qu'il y aura sur cette terre une grande politique. Pourquoi je suis un destin? Alors, si vous voulez, il s'auto-valorise, il parle avec lui-même. Il parle avec lui-même sur l'avenir d'une institution, mais cette institution, elle est politique. C'est-à-dire que je pense que réellement, dans cette circonstance, c'est qu'il y a une sorte de décadence de Nietzsche. C'est-à-dire qu'il est dans le pessimisme. C'est-à-dire qu'il lance si vous voulez, la critique de la critique de l'enseignement, et en même temps, il voit le noir dans les perspectives de la société et dans l'institution. Il peut avoir un gars Hegel de gauche, comme j'ai dit, de droite, Hegel de gauche et de droite, Heidegger de gauche et de droite, y compris tout ça. Mais la seule idée qui, après ce clivage entre la gauche et la droite, ils font des professeurs libres de leur pensée performative. Ça veut dire que les étudiants s'unissent avec les professeurs afin que la pensée se valorise et elles deviennent, si vous voulez, libres. Attendez, donc. Disons, pour conclure dans la dernière partie, je voudrais, Derrida dans son autobiographie, fait référence, si vous voulez, fait référence à la femme. Il fait référence à la femme en phallos, ce qui signifie le symbole. Ça veut dire que tout au long de ce livre, on a critiqué la maternité de la langue maternelle et surtout le rapport très compliqué avec la mère de Nietzsche, mais en même temps, on n'a pas évoqué la question de la femme. Et le dernier mot dans ce livre-là, il est un peu bizarre. Non, mais en même temps, je dis, par exemple, elle survit à la condition de rester au fond. Or, Derrida nous enseigne que la femme est profonde parce qu'on n'arrive jamais à toucher le fond. Il reprend ce fond, il le met à la fin d'un livre et qui rend hommage à la femme parce qu'elle est figurante d'une figure. Et à partir du moment qu'elle est figurante d'une figure, ça veut dire qu'on comprend bien pourquoi, quand il écrit la généalogie de la morale, il prend Peter Goetz, il prend pas sa sœur, qu'elle lui a fait du mal, il prend sa mère, et il va chez le photographe. Chez le photographe, il prend une photo avec Peter Goetz et sa mère.
Il prend cette photo-là et à un certain moment, après 44, dans l'année 44, dans l'absolu, l'année 44, c'est l'année où il rentre dans, si vous voulez, c'est l'année où il commence à avoir une force intellectuelle inouïe, mais en même temps, à partir de 89, il perd les pédales. Pourquoi? Parce qu'à 44 ans, Nietzsche, il est en 89. C'est-à-dire que 1889, Nietzsche a 44 ans. Il s'effondre il s'effondre dans la même année. Ça veut dire que l'effondrement de Nietzsche à Turenne, dans un espace, c'est tout ce que cette période d'accumulation et de l'abandon de son savoir. Cela dit, ce qui signifie que, même dans le livre, il dit « J'ai vécu dans l'errance de la pensée ». Il vit dans cette errance parce qu'il ne trouve pas un système ni scolaire, ni académique, ni politique, ni économique qui lui conviendrait. C'est sur cette base-là qu'il tombe dans une sorte de folie. Je vous remercie et le débat est ouvert. Bon. C'est plus clair. Bon, très bien, je te remercie. Le problème, c'est ça, c'est de savoir exactement quel est le sens de la méditation de Derrida, que Derrida a greffé sur lui, parce que il s'empare d'excès homo, mais incontestablement il ne fait pas une analyse d'excès homo. Il prend quelques exemples de temps en temps, c'est ça. On voit où il cite mon père, la page 66, il prend le texte. Il prend le texte, mon père mourut à 36 ans, etc., etc. Ça, c'est une citation. Ensuite, il raconte dans l'essai, page 67, le fils unique aura d'abord répété la mort du père. L'année même où sa vie déclina, la mienne en fit de même. Bon, est-ce qu'il va faire une analyse? Est-ce que son analyse est une analyse qui s'oriente vers une interprétation, puisque en fait c'est comme cela que ces interprétations familiales sont conçues, une interprétation de type psychanalytique? Non, je ne pense pas, bien qu'on peut le penser à certains moments, que c'est une sorte de lecture qui serait une lecture de l'homme à partir de ses relations familiales. Donc c'est quelque chose qui est une sorte de décalage, de greffe qui est prise sur le texte, mais sans faire à proprement parler un commentaire. Je lis cela parce que c'est la seule manière que l'on a pour s'en rendre compte. À page 67, donc, par conséquent, du texte de Derrida. Avant la guérison ou la résurrection qu'il raconte dans Excès Homo, il leur a répété la grande différence. L'année même où sa vie déclina, c'est tout à fait aussi dans les premières lignes d'ailleurs, parce que c'est aussi plein de cette biographie. C'est une biographie de quelqu'un qui est en permanence d'une santé, si l'on peut dire, chancelante. Il est toujours, c'est une caractéristique de Nietzsche, de Deleuze d'ailleurs, en parle beaucoup. Si on n'a qu'à lire les textes de Nietzsche, bon, mettons, c'est sa correspondance, ses relations avec Peter Gast, par exemple, c'est toujours des questions de le Klossowski
sur le cercle vicieux de Kolosowski, c'est toujours quelque chose qui est une lutte de Nietzsche contre sa santé, contre sa mauvaise santé physique et la lutte en permanence qu'il tient contre cette dégradation de sa santé et en même temps la façon dont il s'en sert pour se construire et pour en triompher. L'année même où sa vie déclina, la mienne en fit de même. Dans ma 36e année, j'atteins le point le plus bas de ma vitalité. Je vivais encore et pourtant sans voir. C'était ses yeux qui étaient mauvais. Il y a des maux de tête, mais en même temps, il n'a jamais vu. Il a toujours eu, depuis son enfance, des troubles visuels. C'était en 1879, j'ai abandonné mon professorat de Bâle. C'était un myope. Vécu tout l'été comme une ombre à Saint-Moritz. Et l'hiver suivant, le plus pauvre en soleil de ma vie, je vécus comme ombre à Naumbourg. Ce fut mon minimum. Le voyageur et son ombre, c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que les textes, les titres et des œuvres de Nietzsche ne sont pas, sont liés d'une façon extrêmement concrète à certaines situations. Bien sûr, ça dépasse. Le voyageur et son ombre est un texte qui ne concerne pas simplement l'assombrissement du monde environnant pour quelqu'un qui n'y voit pas ou qui a la vue trouble et dont le monde s'obscurcit, mais c'est quand même pris à ce niveau-là comme étant un point d'ancrage de sa réflexion. Ce fut mon minimum. Le voyageur et son ombre naquit en ce temps-là. À n'en pas douter, je m'y entendais en ombre. C'était une sorte de plaisanterie, mais dans la traduction qui est, je ne sais pas de quelle traduction, il prend la traduction que j'ai, l'autre qui est la traduction de Henri Albert, qui a été aussi un traducteur oui, c'est ça, de la volonté de puissance aussi. Il traduit, mais c'est la même chose. Ce fut là mon minimum, j'écrivais le voyageur et son ombre, alors à parler d'ombre, là c'est peut-être mieux, à n'en pas douter, je m'y entendais en ombre. Un peu plus loin, mes lecteurs savent peut-être à quel point j'ai considéré la dialectique comme symptôme de décadence. Par exemple, dans le cas le plus célèbre, le cas de Socrate. Le commentaire de Derrida est cela. Alors, il reprend, il le cite en allemand, Derrida, il reprend Infall des Socrates. On dirait aussi dans son casus, son échéance et sa décadence. Il est un Socrate, le décadent par excellence, mais aussi le contraire. C'est ce qu'il précise à l'ouverture du sous-chapitre suivant. Compte tenu du fait que je suis en effet un décadent, j'en suis aussi le contraire. Il parle beaucoup de décadence. Décadence, c'est une expression qui appartient à Nietzsche, qui appartient aussi à une certaine conception des vitalistes de cette époque, ou même de conception de l'art également. Il y a toute une section, un mouvement artistique qui s'est intitulé, qui s'est emparé de cette notion de décadence et qui s'est inspiré de cette idée que l'art était aussi un art de la décadence. Cette double série d'expériences, cette accessibilité à deux mondes apparemment séparés dans ma nature, c'est toujours de Nietzsche ça, à tous les égards, je suis un double, Doppelgänger en allemand,
j'ai la seconde vue en plus de la première. Et peut-être en ai-je encore une troisième. Ça, c'est de Nietzsche. Je vous le lis de toute façon à montrer ce qu'il y a de Derrida là-dedans. Bon, c'est de Nietzsche, puis c'est dans les guillemets. En dehors des guillemets, ce que dit Derrida, seconde et troisième vue, et non seulement, comme il dit ailleurs, troisième oreille, il vient à l'instant de nous expliquer qu'à tracer ainsi le portrait de l'homme de bonne constitution, c'est lui-même qui l'a décrit. Alors, eh bien, je suis l'opposé du décadent, car c'est justement moi que je viens de décrire. La contradiction du double va donc au-delà de ce qu'une opposition dialectique pourrait comporter de négativité déclinante. Ce qui compte en fin de compte, c'est Derrida qui écrit ça, toujours, pour expliquer justement pourquoi Nietzsche s'oppose à des conceptions dites dialectiques. Ce qui compte en fin de compte et au-delà du compte, c'est un certain pas au-delà. Je pense ici à la syntaxe sans syntaxe du pas au-delà de Blanchot. Ah, voilà une relation à Blanchot. Le pas au-delà. Est-ce que c'est le pas au-delà ou le pas au-delà? Je crois. La contradiction du double. Donc Nietzsche se décrit à la fois comme appartenant à la décadence et comme au contraire étant l'homme de bonne constitution, puisqu'il dit c'est lui-même qui l'a décrit, je suis l'opposé d'un décadent, écrit-il, car c'est justement en moi que je viens de décrire. La contradiction du double, c'est Derrida qui écrit ça, page 69, va donc au-delà de ce qu'une opposition dialectique pourrait comporter des négativités déclinantes. C'est pas très très clair, la contradiction du double va donc au-delà. Donc elle va au-delà. Donc c'est bien un pas au-delà, parce que la contradiction du double va donc au-delà de ce qu'une opposition dialectique pourrait comporter de négativité décadente. Ce qui compte en fin de compte et au-delà du compte, c'est un certain pas au-delà. Mais ça, en français, ça veut dire deux choses. Pas au-delà. Le pas peut dire ce n'est pas au-delà, mais ça peut vouloir dire c'est un pas au-delà. C'est comme dans le livre. C'est ça. Un pas, c'est-à-dire une marche au-delà. La contradiction du double va donc au-delà de ce que... Je pense ici à la syntaxe sans syntaxe, et non, parce que la syntaxe sans syntaxe, ça c'est négatif. Du pas au-delà de Blanchot. Il aborde la mort, c'est-à-dire Blanchot, dans ce que j'appellerais une démarche. Démarche, c'est aussi écrit d'une façon spéciale avec une D séparée de marche, une démarche de franchissement ou de transgression impossible. Donc c'est, est-ce que c'est un pas au-delà? Va donc. Eh oui, c'est ça, c'est pas clair du tout, c'est un certain pas au-delà. Moi je crois que le pas, c'est un négatif. Je pense ici à la syntaxe, sans syntaxe, puisque c'est une négativité qui joue là, du pas au-delà de Blanchot. Il aborde la mort dans ce que j'appellerais une démarche de franchissement ou de transgression impossible. Excès au mot, alors dans l'excès au mot, c'est toujours Derrida qui écrit cela, et c'est Nietzsche, alors il reprend excès au mot et il cite Nietzsche là-dedans pour comprendre la moindre chose à mon Zarathustra, on doit peut-être se trouver dans une condition voisine de celle où je suis, avec un pied au-delà de la vie. Ah ben si, c'est ça, donc c'est bien le pas. Et par-delà. Au-delà de la vie. Un pied et par-delà. Tiens, comme c'est curieux. Regarde,
Et par-delà. Oui. Qu'est-ce qu'il met là? Et par-delà. Un pied et par-delà l'opposition. Et par-delà. Entre la vie C'est et comme, la mort. comme dans son livre, Mais et c'est par-delà ça. le bien et le mal. L'aveugle. Alors il y a une note intéressante, la mort du père, l'aveuglement, le pied. On se demandera pourquoi je ne parle ici. Ça se rapprocherait d'une interprétation un peu psychanalytique à ce moment-là, la mort du père, l'aveuglement. L'aveuglement, c'est au sens propre du terme. Il ne sait pas s'il avait la cataracte ou quoi, mais enfin, un obscurcissement des yeux. Le pied, on se demandera pourquoi. Le pied, ça fait penser à Oedipe, effectivement, le pied tordu. On se demandera pourquoi je ne parle pas ici d'Oedipe, ni d'Oedipe, c'est-à-dire d'Oedipe, de complexe d'Oedipe, ni d'Oedipe, à dessein. Ça se fut réservé pour une autre séance directement occupée par la thématique nietzschéenne de l'Édipe et du nom d'Oedipe. Donc il élimine ici dans ce texte une interprétation qui tendrait à donner des clés psychanalytiques pour comprendre freudienne, pour comprendre Nietzsche. Mais il donne des éléments quand même, puisqu'il y a justement quelque chose comme ce pied oedipien. Un pied et par-delà l'opposition entre la vie et la mort, un seul pas, donc c'est bien le pas. C'est bien le pas. Il faudrait savoir, alors, chez Blanchot, qu'est-ce que ça, si ce mot de pas au-delà signifie un pas. Un pas, c'est-à-dire une démarche. Un pas, quand on marche, on fait des pas. Donc c'est le pas au-delà. Il fait un pas au-delà de l'opposition entre la vie et la mort. C'est la fin de cette interprétation qu'il donne. Donc vous voyez qu'elle est très énigmatique et très évasive en fait. Elle donne peut-être une manière de commenter, de lire. C'est pas une paraphrase, ce sont des sortes de réflexions libres, de digressions autour du texte. Maintenant, j'en reviens toujours à cette idée. Pourquoi signature? Qu'est-ce que c'est qui n'est pas, à mon avis, expliqué d'une façon très claire, alors il reparle de ce qu'était chez Nietzsche, parce qu'il parle aussi de son origine, qui est intentionnelle, enfin cette origine réelle ou non, qui est une origine polonaise, et qui fait qu'il ne se sent pas allemand et qu'il se sent beaucoup plus polonais d'allemand, cette double provenance, aussi bien depuis le plus haut et le plus bas des marches sur l'échelle de la vie en même temps, décadent et commencement, cela explique, si du moins cela explique quoi que ce soit, cette neutralité, c'est de Nietzsche, ça, qui me distingue peut-être cette liberté de parti pris par rapport à l'ensemble du problème de la vie. J'ai pour les signes de l'ascension et de la chute, littéralement du lever et du coucher, comme il est dit, du soleil, de ceux qui montent et de ceux qui déclinent, un flair. Soyez attentifs à ce qu'il dit toujours de la chasse, c'est Derrida qui commente des pistes qu'aucun homme n'a jamais eu. Je suis à cet égard le maître par excellence. Je connais les deux, je suis les deux. Donc c'est en fait cette idée directrice qui commande l'orientation de l'essai autobiographique, c'est-à-dire de devenir ce que l'on est, d'exprimer son existence, se trouve fondée sur, non pas sur une atteinte d'un moi,
mais moi qui est toujours pris entre deux tensions, entre deux pôles, entre une décadence et au contraire une excellence, une ascension, une dualité d'origine locale et nationale, etc. Une tension entre toujours deux choses. Et c'est Derrida qui commente, je suis les deux. Il faudrait dire le deux. C'est Derrida qui commente cela. Je suis, il parle pour Nietzsche, je connais ce que je suis, le deux. La vie, le mort. Deux, c'est la vie, le mort. Il dit pas, c'est pas la mort, mais la vie, le mort, c'est quelque chose qui est mort et qui le prolonge. Ici, il apparaîtrait que ça c'est bien le Père, puisqu'il dit du Père, mon Père est mort à l'âge de 36 ans, et à 36 ans, c'est ça, je parviens au point de ma vitalité, donc on a l'impression qu'il en est à ce moment-là le prolongement. Quand je dis ne confondez pas, je suis d'air le et d'air, c'est ça, le mort, la vivante. Bon, la vivante, c'est sa mère, comme avait dit très justement Jamel, et il faut lire dans la langue. C'est ça, je les connais, je les incarne tous les deux. Il y a deux logiques, celle du mort et celle de la vivante. Voilà l'alliance selon laquelle il énigmatise ses signatures. Donc c'est là où l'on voit apparaître ce mot de signature que l'on peut accepter. Mais alors dans ce cas-là, ce mot de signature, je le reprendrai dans le sens que j'avais indiqué dans un tout autre domaine qui était justement à propos de la mathèse la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a un ordre et une philosophie qui est celle de l'enchaînement des causes, par les causes, et d'autre part par les signatures. Ça serait signature au sens de signatura rerum de Paracels, quelque chose qui fait que le monde, les choses du monde sont des signatures, que les choses laissent elles-mêmes, à partir de traits caractéristiques qui en font des emblèmes, ou signatures de Dieu, ou signatures de la nature, de la nature à naturance, de la nature qui naturise selon Spinoza. Cette relation est une relation qui serait, on pourrait dire, peut-être quelque chose comme étant quasiment d'émanation ou d'expression. Logique du mort, logique de la vivante, voilà l'alliance selon laquelle il énigmatise ses signatures, l'alliance dans laquelle il les forge ou les scelle, et les fins. Les fins, c'est-à-dire il y a toujours chez Nietzsche une sorte de brouillage des cartes, effectivement, dans les identités et dans les authenticités. Il se dissimule toujours derrière quelque chose, derrière un personnage, ne serait-ce que Zarathustra également, c'est aussi une signature dans des sens multiples, qui est à la fois, il est à la fois la signature de Nietzsche, il signe sous son propre nom, il est une feinte qui dissimule quelque chose d'autre, donc on voit comment il y a là, dans cet art des signatures, quelque chose qui n'est pas non plus une expression directe, mais qu'il faut toujours voir, comme l'écrit à juste titre Derrida, la dualité, le deux. Il est neutralité démonique à midi, délivrée du négatif et du dialectique, du négatif
ce n'est pas totalement ça, puisque tout à l'heure on parlait du négatif à partir de ce pas au-delà qu'il comparait à celui de Blanchot. Enfin, c'est un négatif qui se termine en affirmation et qui ne se font pas. C'est ça qu'il distinguait de ce que pouvait être une résolution dialectique, la contradiction du double. Donc c'est les deux côtés du double, c'est pas exactement la fusion de l'un dans l'autre, ni la négation de l'un par l'autre. Il faut relire ce texte. La contradiction du double va donc au-delà de ce qu'une opinion dialectique pourrait comporter de négativité déclinante. Ce qui compte en fin de compte, et au-delà du compte, c'est un certain pas au-delà. Donc c'est pas donc une résolution dialectique, c'est une sorte de déplacement, comme on dit, un pas d'écart, quelque chose qui fait un pas pour se déplacer. Là, on passe à côté. Je crois qu'on peut également jouer sur le mot pas en disant que le pas, c'est ce qui fait passer aussi. C'est quelque chose qui permet un autre passage, comme un pied au-delà. Ou alors quand il y a ce passage mentionné dans la citation du début sur le pont, qui est un lieu de passage également, qui fait passer. Mais il n'y a que ça comme commentaire. Au fond, c'est le commentaire de Derrida n'est pas très long. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'il dit? La signature de l'autobiographie s'écrit de ce pas. De l'autobiographie, là, il écrit bien autobiographie. Il n'écrit pas auto-o-t-o, il écrit l'autobiographie, c'est-à-dire la biographie faite par soi-même, A-U-T-O. C'est la seconde partie. Ce livre de Derrida est constitué de plusieurs parties. La première, c'était donc celle qui concernait ces signatures sur laquelle j'étais interrompu, parce que là, vraiment, on ne peut pas s'engager dans la Constitution américaine, de la Constitution américaine. La seconde, c'était ce qu'il appelle la signature, que je propose de lire dans un sens assez large du Signaturarum de Ecce Homo, ce qui justifierait à ce moment-là peut-être le caractère un peu délirant de cette présentation de Nietzsche par soi-même, puisqu'il fait un pas d'écart et se met en dehors et se met dans son double, qui fait qu'il va voir comment il assume en quelque sorte une multiplicité on ne peut pas dire de personnages, mais enfin de mouvements, de choses, de forces qui peuvent le traverser et qui peuvent le conduire. Et la troisième partie, ça s'appelle « De l'État », avec comme sous-titre le signe autographe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le signe autographe? La signature, c'est ça, d'autobiographie s'écrit de ce pas. Qu'est-ce que ça veut dire de ce pas? C'est donc du pas dont il vient de parler, de ce double. Enfin, de ce pas, ça veut dire de ce double, de cette double logique de mort et vivant, de décadent et au contraire homme de bonne constitution, un pied au-delà de la vie, opposition entre la vie et le mort, un seul pas,
qui est donnée dans le texte. Alors la signature de l'autobiographie s'écrit de ce pas. Elle reste un crédit ouvert sur l'éternité et ne renvoie à l'un des deux jeux contractant son nom que selon l'anneau de l'éternel retour. Ce n'est pas une phrase très très claire. Elle reste un crédit ouvert sur l'éternité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que on ne sait pas lorsque Nietzsche, qui est un ennemi en fait de la psychologie du jeu, qui est un ennemi de tout ce qui consiste à une identification personnelle, mais en même temps qui, au contraire, parle en son nom et constamment en train de vouloir affirmer ce qu'il est, vit constamment dans cette, au milieu dans cette alternance, ce chassé-croisé et cette coexistence entre ces deux jeux du double, se contractant son nom selon l'anneau de l'éternel. L'anneau de l'éternel retour, c'est la figure sous laquelle il se pense lui-même, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il place sa transmutation fondamentale des valeurs autour de cette, il faut bien dire, extase ou révélation de quelque chose qui le porte en dehors, dans un pas précisément qui est à l'écart, en dehors de la simple chronologie d'une histoire racontée. Je suis un double, c'est ça. Je ne me confonds pas. Et Derrida continue en disant, il utilise son propre vocabulaire là, et sa propre manière d'écrire en disant, il y a là une différence, mais différence, il l'écrit de la façon particulière de son écriture. Oui, de différence avec un A. Ah, alors quelle est la signification que l'on peut donner de différence avec un E, puisque le mot en français s'écrit différence avec un E, et différence avec un A qu'il a fait apparaître dans la grammatologie quand on met un A, c'est en français un rapport au participe présent du verbe. Parce que les verbes en ER, un participe présent en c'est ça. Manger, mangeant. Différer, différent. C'est ça. Quand on diffère, il nous faut différer. Donc on peut écrire en différent. Différent, ça veut dire repousser l'exécution d'une chose. Et ce qui est écrit, ce qui est inscriptible, ce qui est correct, ce que l'on peut écrire, on peut l'écrire, mais on ne peut pas écrire différent. Dans la biographie de Derrida, d'ailleurs, il y a cette chose très amusante, c'est que lorsqu'elle avait vu cela, sa mère, la mère de Derrida, avait poussé des cris affreux en disant « Tu as laissé des fautes d'orthographe » parce qu'elle avait vu qu'il avait écrit « différence », alors qu'en français c'est tout à fait incorrect, on ne peut pas écrire « différence » avec un « a ». On ne peut écrire que « différence » avec un « e ».
Donc, cette petite glose, exclusivement pour revenir à ce texte où il le fait apparaître, il y a une différence à de l'autobiographie, une allothanatographie, c'est-à-dire une autobiographie, c'est-à-dire où c'est qu'elle est. Cela n'empêche pas, le permet au contraire que celui qui dit « je suis midi en plein été », dans ce passage « Pourquoi je suis si sage », justement, qui est dans Ex Homo, dise aussi « je suis un double ». Il y a là une différence de l'autobiographie, c'est-à-dire c'est une autobiographie inépare. Et l'autobiographie, c'est écrire sa biographie à soi, et là, si l'on diffère, c'est-à-dire qu'on fait aussi un pas à côté, c'est-à-dire on se distingue. Une allo, alors auto, au lieu de bio, de auto, on met allo. Allo, c'est-à-dire l'autre. Donc, on n'écrit pas, ça ne s'écrit pas une allobiographie. En général, quand on fait la biographie des autres, on n'écrit pas allobiographie, on écrit biographie. En fait, on peut fort bien faire un jeu sur auto et allo. Et thanato, alors thanato, ça c'est la mort, une thanatobiographie. C'est quelqu'un qui éclairait, ça aussi c'est avec une contradiction dans l'écriture, une sorte de formulation oxymoronique pour exprimer cette contradiction, une thanatobiographie qui est contradictoire dans les termes, mais il faudrait maintenant, donc il faut écrire une thanatographie, c'est-à-dire une thanatographie, ça serait quelqu'un qui écrirait sa mort, c'est-à-dire. Dans cette différence s'énonce justement, à nouveau frais, la question de l'institution et de l'institution enseignante. Alors là, c'est assez obscur, parce qu'il dit, c'est ce que je voudrais introduire. Dans ce passage, il va parler de l'institution enseignante et en parler d'ailleurs à propos d'un texte qui n'est pas Ex Homo, qui est au contraire un texte tout à fait premier chez Nietzsche, c'est pas un dernier texte, c'est un des premiers textes, et non publié à cette époque en 1873, sont les conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement, dans lesquels il expose toute une théorie de la réforme des lycées, et également de l'attitude de son attitude envers l'État, c'est ça. Je ne vais pas continuer à en parler à la suite, mais je m'interroge simplement sur la jonction entre ces deux aspects de ce commentaire de Derrida. Quel est le lien qu'il y a entre les deux, entre le fait qu'il parle du commentaire de Ex Homo, et ensuite il passe tout à coup à l'établissement d'enseignement. Et pourquoi dit-il? C'est à elle que je voudrais introduire, quand il dit dans cette différence, s'énonce justement. Pourquoi justement? Et à nous offrir la question de l'institution et de l'institution enseignante. Quel est ton avis là-dessus? L'avis est simple, c'est que Derrida montre qu'il n'a jamais que Nietzsche n'a jamais accepté les enseignements parce qu'il considère que c'est lui qui représente l'enseignement. Et Nietzsche a toujours été contre cette nature d'enseignement à partir de la formation des signatures qui est l'État. Parce qu'il en parle là. Mais quand il dit par exemple,
c'est un monstre. C'est un monstre, ça veut dire l'État. Oui. Et l'État, c'est l'État hegelien, si vous voulez. Et l'État hegelien a une légitimité démocratique, mais en même temps, elle n'a pas une légitimité d'après Nietzsche au niveau de l'enseignement, parce qu'il n'y a pas l'enseignement libre. Et toute l'œuvre de Nietzsche concernant l'enseignement, c'est sa position au niveau de sa liberté. Et sa démarche dans l'errance. Il cherche une errance contrôlée. Alors, cette errance contrôlée, c'est toujours le double visage, c'est le masque. C'est que quand on a un masque, ça veut dire qu'on appartient au double. C'est-à-dire que si je mets mon masque comme ça, vous n'allez pas me reconnaître. Mais en même temps, quand je veux une reconnaissance, je ôte mon masque et vous allez me voir. Et Nietzsche, dans certaines circonstances, il est toujours, il est ambivalent. C'est ça, c'est une ambivalence permanente dans la pensée de Nietzsche. Ça veut dire, il te dit pourquoi je suis sage, pourquoi j'écris. C'est une autobiographie pour lui. C'est une reconnaissance en lui-même. Mais cette autobiographie est dissoute dans une dynamique du père, qu'il n'a pas connu, et le petit frère qui le perd à l'âge de 3 ans, et la mère qui est insupportable, mais qu'elle existe, et il a un rapport très complexe avec sa mère. Nietzsche a toujours eu, avec la maternité, un grave problème. Mais cette maternité, elle répercute sur la langue maternelle. Quand il dit, par exemple, quand il dit « moi j'appartiens à la noblesse polonaise », il ne dit pas les Polonais, il dit à la noblesse polonaise. Ça veut dire qu'il va à l'échelle, à une haute échelle. Pourquoi? Parce qu'il considère que chez les Polonais, il y a une sagesse. Or, je pense que c'est complètement délirant de la part de Nietzsche, parce qu'il n'aime pas les Allemands. Parce qu'il dit que c'est un peuple de veaux, il a toujours, voulu s'exiler de cette Allemagne. La preuve, il est mort hors de son territoire. Alors, c'est une déterritorialisation de son personnage, mais ce personnage-là, il demeure, si vous voulez, dans un cadre très esthétique. L'esthétique ici, par exemple, dans Isho Homo, c'est la manière comment il change de style entre Isho Homo et Zarathustra. C'est-à-dire que Zarathustra, comme un livre, c'est un testament, Zarathustra. On dirait que c'est un testament ou c'est une sorte de on dirait que c'est comme on lit le Coran ou la Bible. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un Dieu, il est enterré. C'est un Dieu mort, enterré, mais il est omniprésent. Comme par exemple Derrida écrit, je vous parle des revenants et de la flamme. Le revenant, c'est quoi? C'est lui qui est mort et qui revient. On est d'accord, René? Et c'est ça, si vous voulez, ce double jeu. Parce que le jeu métaphysique d'un enfant, c'est le jeu d'un Nietzsche qui ne connaît ni le père, ni la mère en dernière instance. Oui. Excuse-moi, donc son père est polonais? Non. Honnêtement, je le dis honnêtement. Quand Nietzsche dit lire, il ne reconnaît pas la nation allemande. D'accord? Il ne reconnaît pas, il dit mais je ne suis pas allemand. Il dit que moi j'appartiens à la noblesse polonaise. Mais on a fait de la recherche, les grands spécialistes, c'est un Allemand. Il a un double jeu dans sa manière d'être. Sur cette base-là qu'il marche avec les... Il dit je ne suis pas allemand, je suis le plus beau, je suis le plus moche. Tu vois, il y a toujours une sorte de dichotomie analytique qui est dans sa démarche. En même temps, il n'a jamais accepté, par exemple, sa formation intellectuelle en tant que philologue, par exemple. Il critique, mais en même temps, quand on lui pose la question, mais pourquoi vous avez fait... Il dit, par exemple, j'étais bien formé dans le lycée ou dans le collège, j'étais bien formé sur cette base-là, que j'ai eu l'habilitation et je suis devenu professeur à l'âge de 24 ans. Mais en même temps, il ne reconnaît pas son héritage. Parce que son héritage à lui, c'est l'héritage de la mélancolie. Moi, je l'appelle de la mélancolie. Parce qu'il est toujours blessé, il est toujours malade, il vomit biologiquement et biographiquement. Et René, dans le livre,
la signature, c'est la synthèse entre le biographe et l'autographe et le biologiste. C'est-à-dire qu'il fait, si vous voulez, une sorte de trinité. C'est une trinité dans la pensée d'après Derrida. C'est que Nietzsche cherche, j'ai écrit, il cherche, si vous voulez, à dépasser et l'autobiographie, une bibliographie et le biologique au sens, disons, physique du terme. Oui. Ça se laisse entrevoir, ce n'est pas, là encore, d'une clarté absolument évidente. On peut le voir au moment où Derrida, je parle de Derrida, je suis toujours à rechercher quelle est la signification de cette autobiographie de Derrida, ce qu'il entend d'une façon très précise par là, que vient faire ici ses oreilles et comment les choses se lient l'une à l'autre, étant donné que l'on a l'impression de passer de considérations, de réflexions qui sont sinon des coqs à l'âne, tout au moins des plans dont la liaison entre eux est extrêmement difficile. Par exemple, là justement, où il parle de différer, c'est-à-dire d'une différence de l'autobiographie avec ce plan sur lequel il va vouloir parler, qui est celui de l'institution enseignante. On pourrait dire il le dit un peu plus loin, c'est une différence, si l'on peut dire, c'est une différence d'oreille, c'est-à-dire il y a une autre connaissance qui a besoin, dit-il, qui a besoin aussi d'être entendue, institution, parce qu'il va parler des institutions, je vais lire le texte pour plus de clarté, parce qu'il dit aussi ce sont des institutions nouvelles que Nietzsche va, les institutions entre guillemets d'ailleurs, que Nietzsche va introduire par rapport aux institutions anciennes qui étaient celles qui distribuaient l'enseignement. Parce que lorsqu'il écrit, si l'on résume un peu dans Ex Homo, autour de son œuvre, autour de ses livres, de si bons livres, etc., c'est bien parce qu'il entend substituer un mode d'écriture et en même temps un mode d'enseignement à un autre qu'il a abandonné, qu'il appelle, c'est Derrida qui les qualifie ainsi, institution du oui, et de l'affirmation, par conséquent, elles ont besoin d'oreilles, mais comment cela? Le texte a besoin d'être lu, parce que sinon on ne le comprendrait pas du tout, comment ça se compose. Alors on revenait à cette différence, avec un A, de l'autobiographie, dans cette différence s'énonce à nouveau frais. En nouveau frais, pourquoi nouveau frais? Oui, ça veut dire, en nouveau frais, ça veut dire d'une nouvelle manière, c'est ça, avec une manière qui n'était pas contenue dans les écrits antérieurs et qui se laissait entendre, par exemple, dans les considérations intempestives. La question de l'institution enseignante. Et c'est celle que je voudrais introduire. Alors là, c'est Derrida qui dit ça, et il passe tout de suite là. La bonne nouvelle de l'éternel retour, c'est-à-dire celle que l'on a trouvée dans un mode tout à fait nouveau d'écriture et d'enseignement qui était celui de Zarathustra, puisque c'est là où la notion d'éternel retour se trouve exposée, ou qu'elle apparaît, enfin, elle apparaît à plusieurs reprises, mais là, elle apparaît, semble-t-il, à titre presque d'une expérience,
la bonne nouvelle de l'éternel retour est un message et un enseignement, l'adresse ou la destination d'une doctrine. Bon, c'est Derrida qui écrit cela en disant que ce qu'il faut retenir,